Auditeurs de Caracol, département du Nord-Est, bonsoir. La conférence internationale à Paris sur la corruption, un succès. Les acteurs de la communauté haïtienne de France, réunis au sein de l'association Haïti plus juste, ont fait de la politique au sens d'Alain Badiou. C'est-à-dire que la politique est une pensée, je cite, une pensée pratique exercée par les gens eux-mêmes avec des finalités déterminées. La politique, poursuit Badiou, inclut par exemple l'événement fondamental qui est la vision que l'on se fait et que l'on soutient de ce que l'humanité, ou du moins la collectivité à laquelle on appartient, doit devenir. Cette collectivité est représentée au niveau national, à des niveaux communaux ou syndicaux, dans des grandes entreprises, dans des foyers, ou même de la société. Cette pensée pratique est celle qui est incarnée par des Haïtiens vivant en France, qui relaie le mouvement engagé par des jeunes d'Haïti, de Montréal, des États-Unis d'Amérique, que certains appellent le Petro Challenger. De Montréal à Paris, de New York, des millions de citoyens, acteurs de la contestation, relayant le mouvement revendicatif à Port-au-Prince, s'engagent dans l'arène, utilisent diverses formes de résistance contre les tentatives gouvernementales d'enterrement de ce qu'on appelle le scandale Petro-Caribé. À Paris, les acteurs de la diaspora ont noté les insuffisances du mouvement. L'une d'entre elles est la faiblesse des pressions sur la justice et le système politique. Cette conférence des 2 journées, des 8 et 9 juin, vise donc à internationaliser la lutte contre la corruption engagée en Haïti, à l'inscrire dans un cadre où les rapports de force sont favorables à la construction d'une stratégie de contournement visant à mettre en difficulté les présumés coupables en Europe puis en Amérique du Nord. Ils ne peuvent y trouver un abri sûr à leur forfait. Quelles sont les stratégies envisageables en vue de l'inculpation et du jugement pénal des personnalités notoires pour des faits relevant de la corruption liée au scandale Petro-Caribé en Haïti? Comment l'appropriation des exemples étrangers, Espagne, France, Italie, Brésil, Argentine, Pérou, Philippines, pourrait-elle inspirer la magistrature en Haïti à exercer l'action pénale contre des acteurs politiques et des milieux d'affaires? Comment promouvoir la transparence dans la société haïtienne par son inscription, par anticipation dans les luttes contre la corruption? Comment enfin inscrire la responsabilité et reddition des comptes au rang des grands principes dont l'application changerait la relation des gouvernés et des gouvernants? Le second objectif de cette conférence est d'associer le mouvement de dénonciation du scandale de Petro-Caribé à un mouvement qui viserait la transformation du système politique haïtien. Sans prétendre y parvenir avec facilité, la lutte contre la corruption met aux prises des élites délinquantes et les élites contre-délinquantes, justifiées par l'insertion du simple citoyen dans l'espace public et par l'émergence d'une crise de la représentation. Ce sont ces 2 objectifs qui ont été au cœur des interventions des invités et des spécialités différentes de ces 2 journées. Ce qu'il faudrait retenir de ces interventions, c'est qu'on ne peut se limiter à un procès des protagonistes de Petro-Caribé, mais plusieurs procès. Ils sont nombreux. Il s'agit des présidents de la République, des premiers ministres, des ministres, des secrétaires d'État, des ordonnateurs, des comptables, qui ont été de près ou de loin impliqués dans la gestion des fonds de Petro-Caribé de 2008 à 2019. Il y aurait également un procès pour chaque ministre, chaque premier ministre, qui n'aurait pas reçu un arrêt de débat de la Cour des comptes. C'est donc nécessaire d'avoir une méthode de travail claire et rationnelle. Il faudrait aussi procéder au classement systématique des infractions par période, par gouvernement, par entreprise. Telle est donc l'approche de Samuel Madistin. Leslie Payan, de façon méticuleuse, de son côté, a montré l'ampleur des détournements de fonds qui mélangent une volonté manifeste d'enrichissement rapide, une mainmise sur l'appareil judiciaire, avec un cynisme étonnant. Il y a eu 20 abus et entorses à la législation haïtienne, selon Leslie Payan. Pour le magistrat Willy Lubin, qui relève du parquet de Nîmes en France, où il exerce la fonction de procureur, il faudrait procéder par étapes et ne pas se limiter aux seuls acteurs politiques, mais également aux entreprises, tout en indiquant que le pouvoir judiciaire devrait envoyer un signal à l'opinion publique. Maître Sonnel Jean-François a montré comment les différents procès pourraient être réalisables en tenant compte des lois de la République. Le député Franck Lauture a souligné les liens de dépendance entre l'exécutif et le Parlement, puisque le Parlement est une institution qui n'est pas au-dessus de tout soupçon,
et en son sein, des membres qui, à la suite des pratiques de corruption, ont pu accéder au Parlement. Gilbert Mirambeau, l'invité d'honneur de la conférence, invite les Haïtiens, les citoyens à s'impliquer dans la mobilisation afin de maintenir la pression sur le gouvernement, sur l'appareil judiciaire, en vue de l'organisation des procès Petro-Caribé. Frédéric Thomas, chercheur au CETRI, étudie le mouvement contestataire de Petro-Caribé et analyse les ambivalences et des ambiguïtés du mouvement. Le professeur Jean-Louis Velois, spécialiste de la lutte contre la corruption, a montré que la corruption est l'effet d'un système politique. Il identifie des points communs entre Haïti et la Colombie, où les pratiques corruptrices se développent dans une parfaite connivence avec les gangs et les trafiquants de drogue. Pour lui, c'est un changement de système politique qu'il faut envisager si l'on veut combattre la corruption. L'intervention de Jean Ruvellois est complétée par celle de Noumbia Nieto, chercheur à Londres qui envisage la corruption sous un angle global. La corruption pour elle est une hydre à plusieurs têtes. Elle n'est pas seulement liée au Petro-Caribé. Et pour preuve, le choléra introduit en Haïti suite aux négligences de l'Organisation des Nations Unies et l'instrumentalisation qui en résulte est expliqué par Siena Merop, après avoir bien compris, à travers les analyses scientifiques de Dr René Piaou, qui, au terme de ses enquêtes, en Haïti a montré que les Nations Unies ont été aidées par des chercheurs scientifiques qui, de leur côté, ont manipulé et falsifié des données pour montrer que le choléra en Haïti s'est propagé sous les effets des liens entre l'environnement et le tremblement de terre, une façon de dédouaner les Nations Unies. Et Dierémil, de son côté, s'est attaché à montrer les faiblesses de l'économie haïtienne, expliquées par la faible intériorisation des acteurs économiques des normes et codes de la concurrence. Les détournements sont réalisés sur un marché international où des complices sont à débusquer par le recours aux droits et conventions internationales. Telle est la contribution de Huguette Marcelin, qui propose le recours aux instruments internationaux, étant donné que le système judiciaire haïtien, défaillant, est soumis à la domination de l'exécutif. C'est ce qu'analyse Arnouz Bollière, qui montre que les élites politiques sont complètement hors jeu et n'entendent pas les cris du peuple. Des élites qui, selon votre serviteur, multiplient des règles et procédures et qui constituent un écran de fumée et ce qui nuit à la reddition des comptes. Mais l'analyse de Frédéric Boiron est claire sur l'exemple canadien dont Haïti peut s'inspirer pour lutter contre la corruption. Il précise qu'il y a la méthode d'imputabilité et les pressions qu'exercent les juges sur les délinquants, c'est-à-dire rendre l'argent volé et les biens volés. En contrepartie, ces délinquants se voient réduire leur peine, ce qui a justifié d'ailleurs la condamnation de 2 maires au Canada. 2 journées réussies qui seront marquées bientôt par la publication des actes de cette conférence internationale sur la corruption. Jacques Nézy, Radio Ibo.